Bonjour, donc c'est une recherche qui s'inscrit dans le même axe que la précédente. Donc je suis Catherine Delard-Breton et Catherine Oulinier, et on fera à 2 voix successives, donc les 10 minutes marqueront le temps du passage à la deuxième voix. Donc posture seconde et évolution des croyances des enseignants en formation initiale, le rôle de la recherche. Le plan de l'exposé est le suivant. Nous commencerons par une introduction qui précise le contexte de la recherche présentée et qu'il situera par rapport à la précédente. On présentera ensuite les quelques concepts d'appui de cette recherche, puis les données qu'elle exploite, et on présentera quelques résultats de cette recherche qui commence, on peut le dire, enfin il y a déjà un an, mais... et puis on terminera par des éléments d'interprétation qui permettront d'expliquer pourquoi il y a des différences de positionnement entre étudiants au sein du mémoire de master. Alors, le contexte de cette recherche. Il s'agit donc d'un axe prioritaire de la recherche à l'ESP de Créteil qui concerne le rapport entre recherche et formation dans le nouveau contexte, enfin nouveau, de moins en moins nouveau, mais quand même qui a du mal, je trouve, à s'installer, à se stabiliser dans de la masterisation. Quels sont les objets de cette recherche? Alors, certaines équipes, Brigitte notamment et Julie, interrogent des différences entre les enseignants masterisés et non masterisés, a priori, enfin, essaient d'évaluer le rôle de ces yeux dans la pratique des enseignants débutants. Nous travaillons sur l'évolution du rapport au savoir au sein du mémoire en formation initiale ou en formation continuée. Donc on est bien dans la formation initiale et nos étudiants sont bien des étudiants et ils ne sont pas encore titulaires, néo-titulaires ou jeunes enseignants. Alors ils sont quand même, depuis cette année, ils sont quand même à mi-temps sur le terrain et PES, mais ils sont quand même en formation initiale. Alors on a précisé en formation continue parce que dans nos données, on a aussi des étudiants en formation continue, mais là, ce n'est pas le cas. Dans les données que nous exploitons ici, il n'y a que des étudiants en formation initiale, donc inscrits dans un master MEF premier degré, MEF 2, deuxième année de master MEF premier degré, et le mémoire qu'ils ont à réaliser est un mémoire de recherche sur objet professionnel. On le précise parce que je crois que ce genre est en train d'avancer, de se stabiliser peut-être, mais il gagne à être précisé qu'on n'en rabat pas sur les exigences scientifiques, mais que l'objet est nécessairement dans cette option un objet professionnel. Je n'en dis pas plus pour le moment sur l'option, mais ce n'est pas une option didactique des maths. La population inscrite dans ce master, ce sont des étudiants titulaires d'une licence qui préparent le concours. Ce sont les données qu'on vous présente aujourd'hui. Et nous avons aussi, par ailleurs, des enseignants en poste qui souhaitent acquérir le master avec validation des acquis et qui sont même parfois eux-mêmes des formateurs premier degré. Et ce public est très intéressant également, mais enfin, on n'en parle pas aujourd'hui. L'hypothèse que nous formulons, c'est que l'élaboration du mémoire, l'élaboration même du mémoire, est susceptible de contribuer à la transformation ou formation quand c'est de la formation initiale, transformation quand c'est de la formation continuée, de l'identité professionnelle qui se développe à partir d'un conflit entre 3 postures au sein du mémoire. La posture d'étudiant qui restitue des savoirs, en l'occurrence on parle de savoir théorique, la posture d'apprenti-chercheur qui produit du savoir et la posture d'enseignant en formation qui vise à transmettre du savoir. Alors, les 3 concepts que nous avons retenus pour cette recherche sont les suivants, enfin ceux qu'on a choisi de vous présenter, parce qu'évidemment, il y en a d'autres. Le premier concept, c'est la notion de secondarisation. Le concept d'origine, la notion de secondarisation, on le trouve dans Bakhtin, Esthétique de la création verbale. Bakhtin dit que les genres de discours seconds, par exemple la littérature, viennent ressaisir des genres de discours premiers qui sont des discours de la vraie vie, si je puis dire. Bakhtin ne le dit pas ainsi, bien sûr. Ce concept a été ressaisi par Elisabeth Bautier pour être travaillé dans le champ de l'école. Et on produit en classe des discours, je cite, qui s'émancipent de la conjoncturalité de leur production, autrement dit, qui ont une visée générique et non une valeur dans l'ici-maintenant de la classe. Quand on parle de concepts mathématiques, quand on donne des définitions de cercles ou d'autres choses, ou dans n'importe quelle autre discipline, ce discours-là n'a pas une validité qui se limite au contexte de la classe, mais une validité qui est bien au-delà de ce contexte. La secondarisation à l'école est un concept que j'ai repris aussi dans mon travail doctoral et j'ai essayé de montrer que ces discours seconds de l'école s'enracinent dans les disciplines scolaires qui les cadrent et qui viennent du coup définir à la fois des contenus lexicaux, mais aussi des contenus en termes de posture énonciative, de syntaxe, etc. Enfin, la secondarisation à l'université, c'est l'objet de cette recherche d'une certaine manière.
On cherche à comprendre comment les étudiants s'approprient les discours attendus dans le mémoire au sein des disciplines scientifiques concernées. Donc j'attire votre attention sur une petite difficulté ici qu'il y a dans la présentation de notre exposé, qui est que la notion de secondarisation est à la fois le concept dont nous avons suivi l'exploitation dans les mémoires des étudiants par les étudiants eux-mêmes, mais en même temps, c'est l'activité étudiante que nous observons. Donc on observe la manière dont les étudiants exploitent ce concept, quelle migration dans le mémoire, qu'est-ce qu'ils en font pour l'analyse des données, et comment ils construisent eux-mêmes, en tant qu'étudiants, en tant qu'apprenants cette fois, une posture seconde. Donc on y reviendra éventuellement, mais je pense que ça sera assez clair à comprendre. Deuxième concept sur les trois que nous vous présentons, le concept de croyance des enseignants qui a été évoqué dans un des ateliers ce matin, je ne sais pas s'il a été évoqué dans d'autres, et nous nous sommes appuyés pour ça sur la note de synthèse de Cray et collaborateurs parue en 2010, qui est une note de synthèse assez complète sur la question, vraiment remarquable à mon sens. Et on a retenu quelques traits caractéristiques des croyances des enseignants. Donc il existe d'abord un constat partagé à travers les différentes recherches qui ont été menées sur les croyances des enseignants. Les croyances sont difficiles à faire évoluer et elles résistent souvent au processus de formation. Alors évidemment, elles sont difficiles à faire évoluer, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les faire évoluer, mais il y a une résistance forte de l'évolution de ces croyances. Donc c'est un petit peu ça qui nous a intéressés pour observer nos mémoires. Deuxième trait caractéristique, la frontière entre croyances et connaissances des enseignants est une frontière peu nette. Les connaissances sont encapsulées dans l'expérience et à ce titre-là, les connaissances et les croyances éprouvent des mouvements, je dirais, migratoires d'un côté ou de l'autre des deux pôles du spectre qui sont assez difficiles à clarifier. Troisième trait caractéristique qui est issu de cette note de synthèse, le développement personnel et le développement professionnel des enseignants est indissociable. Les recherches semblent faire consensus sur cette question. D'autre part, dernier trait qui m'a paru l'un des plus intéressants, les enseignants en formation initiale, ce sont donc les enseignants qui font nos mémoires, qui sont aptes à confronter leurs croyances concernant le métier, bien sûr, les élèves, les apprentissages, la discipline, etc., qui sont aptes à confronter leurs croyances aux théories qui sont enseignées, construisent des connaissances plus profondes sur la question concernée. Et donc, c'est à ce titre qu'on a essayé de regarder un peu l'évolution des croyances à travers l'usage des concepts dans les mémoires. La question de recherche qui est la nôtre maintenant, c'est donc, d'une manière générale, dans quelle mesure les futurs, quand il s'agit de FI, enseignants utilisent les savoirs théoriques pour penser le métier, pour penser les situations professionnelles. Quels usages plus précisément font-ils des concepts dans leur mémoire? Et dans quelle mesure ces savoirs, alors là je parle de savoirs théoriques, deviennent des croyances ou des connaissances? Dernier appui théorique, la question du rapport au savoir. Il nous a paru important de reprendre cette notion de rapport au savoir parce que depuis son origine dans les années 90, la notion de rapport au savoir est vraiment beaucoup utilisée, aussi bien sur le terrain que dans les recherches scientifiques, mais j'ai le sentiment que la définition de ce concept un peu flou, c'est un peu dilué, on a parfois un fourre-tout qui mériterait d'être retravaillé. Donc on va essayer de contribuer à faire avancer le concept. Au plan étymologique, dans l'origine du concept, il a fait l'objet d'une double approche. Une approche d'abord sociologique qui a été formalisée par Charlot Bottier et Rochex en 1992 et où le rapport au savoir représentait la valeur accordée par l'apprenant au savoir considéré comme processus ou produit, résultat ou activité. Deuxième approche, l'approche psychologique de Bellario, Blanchard-Laville et Bosconi, qui a mis davantage l'accent sur la dimension d'extériorité du savoir par rapport à l'intériorité du sujet. L'idée que les savoirs qu'on apprend à l'école, je parle ici des savoirs savants, il y a bien d'autres savoirs qui sont convoqués, mais ceux dont je parle, ce sont ceux-là, que les savoirs savants ou les savoirs disciplinaires sont des savoirs qui sont formalisés ailleurs, qui préexistent, qui sont déjà là, et que les élèves doivent s'approprier. Et Winnicott ne dit pas recréer, mais créer dans la psyché. Donc, cette approche psychologique nous paraît intéressante à reprendre aussi. Donc, on cherche ici à rapprocher ces deux regards et on tente une définition qui est que le rapport au savoir peut relever d'une approche subjective créative de la part de l'apprenant, d'une réalité objective socialement construite, une théorie mathématique, un genre littéraire, etc.,
Voilà, donc la question que je précise au fur et à mesure, quelle approche créative par les étudiants des concepts convoqués? C'est ce que l'on va se demander maintenant. Et je passe la parole à ma voisine. Alors, nous allons utiliser comme données 5 mémoires de master en formation initiale, comme nous l'avons dit, rédigées dans le cadre d'une même option d'approfondissement et de recherche du master MEF, premier degré de l'ESP de l'Académie de Créteil. Alors, nous sommes interrogés autour de la convocation et l'utilisation par les étudiants stagiaires d'un concept clé sur la théorie sur les inégalités scolaires, celui de secondarisation dont nous avons parlé. Et je le répète parce que ça me semble important, la secondarisation, on va le saisir à la fois ici comme le concept étudié par les étudiants dans leur mémoire et l'activité étudiante que nous allons observer. Donc on observe la manière dont les étudiants exploitent ce concept et comment ils construisent eux-mêmes une posture seconde. C'est l'utilisation différenciée et différenciatrice de ce concept de secondarisation qui a motivé le choix de ces mémoires particuliers. On a porté particulièrement le focus sur 2 lieux du mémoire. Tout d'abord, la convocation du concept dans le cadre théorique et son utilisation ensuite pour l'analyse des données, afin d'étudier la migration du concept tout au long du mémoire et sa nomadisation par rapport à sa définition d'origine. Donc, pour présenter ces 5 mémoires rapidement, je vais les présenter par ordre alphabétique, par l'initiale, mais c'est pas la même, mais vous devriez pouvoir suivre. On a le mémoire B qui porte sur le langage à l'école maternelle, le mémoire G qui porte sur les difficultés des élèves face aux supports composites utilisés à l'école élémentaire, notamment les manuels, le mémoire M qui porte sur les enjeux de la compréhension de consignes à l'école élémentaire, le mémoire T qui porte sur le rapport entre les activités grammaticales et la compréhension des textes littéraires, et enfin le mémoire Z qui porte explicitement, lui, sur la notion de secondarisation dans son rapport à la construction du métier d'élève. Alors, l'analyse comparée de ces 5 mémoires permet d'opposer des usages, comme je l'ai dit, qui sont différents du concept de secondarisation. On a distingué d'abord, dans un premier stade, son absence qu'on a qualifiée d'aporique. Ainsi, dans le mémoire B, on ne fait pas du tout référence au concept de façon explicite. Il reste, pour la partie théorique, dans ses entours. On a bien la notion d'inégalité qui apparaît 7 fois, mais pas de référence précise. Les seules références qu'on a précisées le sont bibliographie, qui comporte 2 entrées. On a notamment une note de synthèse consacrée aux recherches sur la question des rapports entre langage, scolarisation et origine sociale, faite par Elisabeth Bautier en 2001. Et puis, on a un ouvrage qu'elle a coordonné en 2006 sur les risques de construction d'inégalités à l'école maternelle. Mais la note de synthèse, elle ne fait pas encore apparaître le terme de secondarisation, et d'ailleurs, elle est par ailleurs inutilisée par l'étudiant. Dans la partie théorique de ce mémoire, il est question de mode ordinaire de fréquentation, d'accès différencié aux activités scolaires selon le milieu social, mais le concept, lui, il reste très dilué, à dose homéopathique, notamment par le filtre d'une reformulation qui tient quasiment de la vulgarisation. Il y a des emprunts par copier-coller, à la fois par l'emprunt à l'ouvrage, mais surtout par l'emprunt à un site où il y avait une communication sur la maîtrise de la langue. Donc, ce concept-là, il ne peut pas servir d'outil d'analyse, faute d'être identifié et saisi surtout dans sa reformulation historique. Dans un deuxième stade, on a pu donc distinguer ce qu'on appelait l'ostension neutralisante. Dans les mémoires T et les mémoires G,
et le mémoire G, on a le concept de secondarisation qui est convoqué à travers 2 références différentes, donc il prend davantage d'épaisseur. Il est donné cette fois par reformulation et systématiquement associé pour T, et uniquement reformulé, c'est-à-dire avec un risque d'interprétation plus grand pour G. Dans le cas de T, le concept est montré, mais dépourvu de fonctionnalité. D'ailleurs, il disparaît dans la suite du mémoire, et il disparaît même dans la bibliographie, où les références qui ont été citées en partie théorique ne sont pas présentes. Dans le cas de G, le concept est plus englobant, il en côtoie d'autres dans la partie théorique, mais il reste non opératoire dans les choix méthodologiques. Enfin, nous avons distingué un 3e niveau, celui où le concept devient fonctionnel. Alors évidemment, il y a le mémoire Z qui porte lui-même sur le processus de secondarisation. Donc on a un épaississement du concept. Le nombre d'occurrences est évidemment distribué sur l'ensemble du mémoire. Les références sont bien plus nombreuses, comme je l'ai dit, mais surtout le concept sert dans le recueil et l'analyse des données du terrain. On peut prendre pour exemple notamment ce passage où l'étudiant va s'exprimer sur le besoin de changer de méthode de recueil d'analyse. Elle était partie au début sur des entretiens et elle note que ces entretiens ne permettent d'accéder qu'aux représentations des enseignants et que par ailleurs les enseignants ne connaissent pas le concept de secondarisation. Donc ça le conduit, cet étudiant, à changer de méthode d'analyse pour avoir un cadre précis, concordant, selon ses dires, et de recourir donc à l'enregistrement des séances. Ces mêmes déplacements sont perceptibles dans le mémoire M, qui porte sur l'interprétation de la consigne scolaire par les élèves, qui convoque évidemment moins explicitement le concept de secondarisation, mais qui rattache néanmoins cette interprétation de la consigne à un processus de secondarisation. On peut donc alors opposer à ces 2 derniers mémoires les 3 précédents, où le concept est présent dans le cadre théorique, mais qui n'utilise pas, comme nous l'avons dit, ce concept dans l'analyse des données. Et notamment, ça coïncide dans le mémoire G avec une forme de stagnation de la croyance qui s'exprime, comme vous pouvez voir, non, tu l'as pas mis là, à la page 4 et 47, t'as pas les citations ? Ah non, ça c'est tout de les lire. D'accord, alors je vais vous les lire, je croyais qu'on les avait. Donc à la page 4 au début, donc du mémoire, au fil de mes lectures, j'ai resserré mon thème de recherche pour m'interroger plus précisément sur l'impact des pratiques enseignantes sur les difficultés des élèves face au support composite. Et on trouve donc quasiment à la fin du mémoire, à la page 47, ma recherche a également révélé l'importance du rôle de l'enseignement de l'enseignant face aux difficultés que peuvent rencontrer les élèves devant les documents composites, puisque j'ai pu constater qu'avec l'aide du professeur, certains élèves arrivaient à surmonter ces difficultés. En revanche, certains élèves, souvent les plus faibles de la classe, restaient en retrait et ne parvenaient pas à surmonter ces difficultés. Donc l'expression d'une sorte de fatalisme de la difficulté scolaire. Dans le mémoire T, l'étudiant recourt à des facteurs explicatifs qu'on a qualifiés de pseudo-transparents pour expliquer les difficultés et les différences de réussite entre les élèves, et non pas du tout au concept de secondarisation. Par exemple, on trouve page 26 que l'un a su verbaliser, expliciter ses procédures, tandis que l'autre a des difficultés de compréhension. Alors que dans les mémoires Z et M, le concept et son élaboration dans le mémoire travaillent, lui, la croyance. Je peux faire 2 citations qui illustrent ce fait. Une citation qu'on trouve en page 1 et on va trouver une citation en fin de mémoire. Ainsi, à en croire les enseignants, une des causes des difficultés scolaires des élèves serait à entendre comme le fait qu'ils ne comprennent pas les consignes. En fin de mémoire, on aura... Nous avons suivi le chemin ouvert par Zagartchuk et nous avons en effet dépassé la perspective techniciste pour découvrir quel continent se cachait derrière la simple question de consigne. C'est une citation reformulée. Il est ainsi possible d'opposer 2 types de profils qui sont évidemment aux opposés du spectre possible.
On a des étudiants stagiaires qui écrivent avec autrui à partir des textes d'autrui et qui parviennent à négocier les tensions inhérentes à un genre relativement nouveau, qu'est le mémoire de recherche en formation d'enseignants, face à ceux qui cherchent la réponse correcte en appréhendant le concept comme un savoir déclaratif, un savoir qui est à exposer, qui se fige en croyance. Ces étudiants vont s'acquitter d'une tâche de rédaction. Ils restent à la fois en deçà du seuil du côté de l'initiation à la recherche et du côté professionnel. D'ailleurs, on en a un des signes qui revient très fréquemment, qui est un signe linguistique, qui est la forme de préconisation. Il faut, on doit, on devra, ainsi de suite. Donc, devant ces différences de posture, on peut alors avancer l'hypothèse qu'il existerait une résistance au concept, un savoir scientifique qui ne serait pas immédiatement accessible. On a vu dans Mémoire T des termes qui ne sont pas utilisés dans leur sens théorique lourd, mais qui renvoient à des objets du monde transparent, comme le terme de compréhension, et qui servent en quelque sorte et qui font un petit peu des bruits scientifiques, des sortes d'acouphènes. Par exemple, on a verbalisé, explicité ces procédures qui reviennent en fait à dire comment on fait. À l'opposé, on a des concepts dans les mémoires Z et M, le concept de secondarisation qui nous intéresse, qui s'incorporent à l'analyse et qui résonnent avec les notions et concepts environnants pour former un réseau conceptuel permettant de penser la situation observée. Ainsi, je finirai là, la secondarisation est-il un concept à comprendre dans le cas 1, où les étudiants restituent du savoir, et un concept pour comprendre dans le cas 2, où les étudiants tendent vers une production de savoir.